J'ai gardé ce passé, ce silence depuis des années. J'ai essayé de l'étouffer avec un peu de succès, mais je n'ai jamais réussi à l'enterrer une fois pour toutes. Il pleurait à chaudes larmes parce qu'il a dit « On savait, mais on ne savait pas jusqu'où ça avait été. C'était des statistiques et maintenant, c'est des êtres humains. » Et ça a été extrêmement difficile parce que finalement, c'était comme s'il y avait un gros abcès qui crevait. Les enseignants et les surveillants du pensionnat avaient comme mandat de nous faire accélérer le processus d'assimilation. Ils procédaient de différentes façons, dont les abus physiques. On nous battait régulièrement. On nous même, certaines personnes, une grande majorité aussi, ont été abusées sexuellement là-dedans, avec violence aussi. Todos agarrándolo, la habían pegado, amarrando sus manos atrás. Créé dans plusieurs pays au lendemain d'une guerre civile, d'une grave violation des droits de la personne, d'un crime collectif ou d'un régime de tyrannie, les commissions Vérité et Réconciliation, appelées parfois simplement commissions de vérité, deviennent indispensables. Les solutions classiques ne sont plus capables de construire une paix durable. Car comment un pays bouleversé et divisé peut-il envisager l'avenir ? Mohamed Brahimi est d'origine marocaine. Il est la première personne d'origine arabe et musulmane à devenir président d'un conseil scolaire francophone à Toronto. Marié, père de 2 enfants, d'une courtoisie infaillible, Mohamed est bien connu et apprécié par la communauté francophone de la ville. Cependant, depuis sa sortie du Maroc il y a déjà 25 ans, Mohamed cache un secret que maintenant il peut enfin dévoiler. Je n'ai pas dit à personne depuis que je me suis installé au Canada en 1982 que j'étais un ex-détenu politique parce que je ne voulais pas que ça m'affecte et que ça affecte ma carrière. Je ne voulais pas que les gens me fuient comme ce qui m'est arrivé quand j'étais au Maroc à un moment donné. Après que la police est venue me chercher au Maroc, les gens n'osaient plus visiter ma famille. Notre maison était comme la peste. Les gens avaient tellement peur que ça puisse avoir des conséquences sur eux, que les gens leur disent « Ah, vous êtes sympathique à ce gars-là qui était un détenu politique, un opposant au régime. » Et les gens avaient peur de s'associer à cette expérience-là, malheureusement. Le Maroc est connu pour être un des pays arabes et africains les plus modérés. Cependant, le roi Hassan II, qui règne de 1961 à 1999, conduit les affaires internes de son royaume avec une main de fer. Pendant plus de 30 ans, ceux et celles qui sont seulement soupçonnés d'être de potentielles menaces pour le régime sont arrêtés, détenus, torturés. Beaucoup ne reviendront jamais des geôles royales. Durant les années dites de plomb, les années difficiles, depuis les années 60, 70, etc., ma famille a été particulièrement touchée par la répression. Mon père a connu la prison 3 fois. Mon frère, ma sœur et mon gendre également. J'ai été arrêtée en 1977, le 8 juin. J'étais à l'époque étudiante à la faculté des sciences de Rabat. J'ai été arrêtée dans le cadre de la vague d'arrestations qui avait touché le mouvement estudiantin à l'époque. Et c'était dans un cadre général d'arrestation qui touchait un petit peu le mouvement démocratique, le mouvement de gauche aussi, à l'époque, en 1977. J'ai passé plus de 12 ans en prison. J'ai été arrêté en 1972 et je n'ai été libéré qu'en 1984. Et donc, oui, j'étais une, disons,
bien que je n'aime pas le mot victime, mais j'étais une des victimes de la répression qui a marqué l'ère précédente. Après la mort de Hassan II, son fils, le roi Mohamed VI, installe une instance équité et réconciliation, ou IER. L'IER a comme mandat de faire la lumière sur les exactions commises dans le passé. La volonté du roi est que les Marocains se réconcilient avec eux-mêmes et avec leur histoire. Moi, je pense, Sa Majesté le Roi était sincère parce qu'il voulait vraiment aller de l'avant pour clore ce chapitre qui est un chapitre pas très heureux dans l'histoire du Maroc. Et il savait les conséquences que ça a eu sur le peuple marocain. C'est pourquoi il voulait vraiment faire quelque chose de dramatique qui va mettre les bases pour que ce qui est arrivé dans le passé ne se reproduise plus. Je pense que la mise sur pied de l'instance équité et réconciliation avec la grande partie des membres qui étaient des anciens détenus politiques, ça lui a donné la crédibilité qu'il fallait parce que ce sont des gens qui ont vécu les mêmes expériences que moi-même et qui pouvaient vraiment comprendre notre situation et faire des recommandations pour éviter à ce que ces abus se reproduisent. Comme l'on dit, on ne peut pas tourner une page si on ne l'a pas d'abord lue. La vérité, c'est que la réconciliation a commencé déjà avec feu Hassan II, quand il a relâché tous les prisonniers politiques au début des années 90. Des milliards de dirhams avaient été à l'époque distribués aux victimes de la répression. Seulement cette approche qui limitait la réconciliation à l'indemnisation individuelle des victimes a été refusée par beaucoup d'anciennes victimes, avec à leur tête justement Driss Ben Skrid. Et c'est ce qui a fait que l'instance équité et réconciliation a été créée et qu'elle a reçu le statut de commission de vérité. On avait bien entendu parler de commissions de vérité à travers le monde, par exemple en Afrique du Sud, en Argentine, au Chili. Et on a également eu le temps de voir combien cette approche pouvait être fructueuse. Par exemple, dans le cas de l'Afrique du Sud, comment aurait-on pu passer de l'apartheid à une société démocratique s'il n'y avait pas eu la commission vérité et justice sud-africaine. Donc, sûrement, on s'est vite convaincu que dans notre cas aussi, au Maroc, si nous voulions passer à la démocratie dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible, il nous fallait quelque chose d'équivalent. Le Maroc n'est pas le seul régime politique à avoir eu recours à une commission de vérité. Pour tourner la page du passé, de plus en plus de pays recherchent une forme de justice parallèle à la justice pénale. Ce besoin a donné naissance en 2001 à un organisme spécialisé en la matière. C'est le Centre international pour la justice transitionnelle qui siège à New York. Graham Simpson y est directeur des programmes internationaux. Le Centre international pour la justice transitionnelle est une organisation relativement jeune qui défend les droits de la personne. Cette organisation à but non lucratif a pour mandat d'aider les sociétés à tourner la page de leur passé. La plupart d'entre elles ont connu des violations massives des droits de la personne. Elle leur montre comment confronter le passé pour faire la transition d'une période de violence et de conflit à une période de paix ou d'une période d'autocratie à une société démocratique émergente. Nous avons des bureaux dans de nombreux endroits à travers le monde, dans des sociétés au passé lourd ou dans des pays sur la voie de la démocratisation. Nous sommes présents à Kinshasa, Monrovia, Katmandou, Jakarta, Bogota et nous allons bientôt ouvrir un bureau à Beyrouth. Mark Freeman est d'origine canadienne. Il a travaillé au centre dès sa fondation.
Il dirige présentement le bureau européen à Bruxelles. La première commission de vérité, sans employer l'appellation commission de vérité, c'était la Commission nationale sur les disparitions forcées qui a été établie en Argentine en 1983. En fait, toutes les premières commissions de vérité, ou presque toutes, étaient établies en Amérique latine. Lo agarró inmediatamente lo cortó el cuello. Mais c'était vraiment la commission sud-africaine qui a été établie en 1995, qui a marqué un tournant dans l'histoire des commissions de vérité, un deuxième tournant on peut dire. C'est la première commission de vérité qui a eu un impact vraiment global. Et le fait que tout a été médiatisé et public a permis que le monde a pu quelque part participer, regarder, suivre ce qui se passait en Afrique du Sud. Et donc, jusqu'à nos jours, et je présume pour au moins des années à venir, souvent lorsqu'on arrive dans un pays, n'importe où dans le monde, et on fait mention d'une commission de vérité, souvent la seule commission de vérité qu'on connaît et sur laquelle on a quelques notions, c'est cette expérience sud-africaine, malgré le fait qu'il y a eu une quinzaine de commissions de vérité depuis. Donc son impact continue. We are charged to unearth the truth about our dark past, to lay the ghost of that past so that they will not return to haunt us, and that we will thereby contribute to the healing of a traumatized and wounded people. Lucie Pagé est journaliste et écrivaine québécoise. Elle vit aujourd'hui en Afrique du Sud aux côtés de son mari, syndicaliste sud-africain. Lorsque Nelson Mandela est arrivé au pouvoir, on a dit il faut faire quelque chose, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays parce qu'il y avait encore des pages d'histoire qui étaient blanches. On n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Il y avait des milliers, des dizaines de milliers de gens qui cherchaient leur famille, leurs fils, leurs frères, leurs maris. Qu'est-ce qui était passé? On savait qu'ils étaient disparus durant l'apartheid, mais c'est tout ce qu'on savait. Alors, on avait le choix. Dans le monde, il y a eu une vingtaine de commissions de la vérité et de la réconciliation. C'est extrêmement difficile de mettre ça sur pied et de tout le monde s'entendre. Mais le Parti national, par exemple, privilégiait la formule du Chili. On sait qu'au Chili, après Pinochet, on a eu une commission de la vérité et de la réconciliation, mais c'était fait derrière des portes closes. Alors, ceux qui ont été coupables de violation des droits humains et de crimes, de meurtres et d'assassinats sont allés, des soldats, des généraux et des policiers, des membres du gouvernement, sont allés derrière des portes closes et ont dit « Vous êtes tous amnistiés. On n'en parle plus. Le passé, il faut oublier ça. » Donc, la population n'a pas su ce qui s'était passé. Tout ce qu'ils ont su, c'est qu'il y a eu une amnistie. Ou, comme l'ANC, le Congrès national africain, privilégiait des procès à la Nuremberg. C'est-à-dire qu'il fallait punir les coupables, ceux qui ont tué tous ces gens. Dans le problème avec les procès à la Nuremberg, c'est que ceux qui sont coupables de crimes disent le moins possible, le moins de vérité possible pour éviter une grande sentence. Donc, on n'était pas pour avoir la vérité. Le but, en Afrique du Sud, ce qu'on voulait, c'est de savoir ce qui s'était passé. Alors, le Parti national et le Congrès national africain sont arrivés à un compromis entre le Chili et le Nuremberg, on pourrait dire. Et on dit, OK, on va donner l'amnistie à ceux qui ont commis des crimes, mais à quelques conditions, à plusieurs conditions, mais les deux principales conditions, c'était de dire toute la vérité, mais toute la vérité. Et la deuxième condition, c'était que ces crimes devaient être endossés par un parti politique. Ça ne pouvait pas être comme Baron Stridham, un homme blanc qui n'aimait pas les Noirs. Il est sorti avec sa carabine dans la rue, il a tué plein de Noirs à un arrêt d'autobus. C'était pas sanctionné par un parti politique. On ne pouvait pas enterrer l'apartheid sans savoir ce qu'on enterre. Je pars cette fois-ci au Maroc parce que ma demande a été acceptée parmi les personnes victimes de violation de leurs droits. Selon ce que j'ai appris, les demandes qui ont été acceptées, les gens ont reçu
une indemnisation. Si c'est le cas, vraiment, je serais très heureux de partager cette indemnisation avec des gens qui m'ont aidé dans des moments de souffrance. Je me rappelle de la famille Shiba qui m'apportait du repas en prison et j'étais certain qu'ils m'apportaient plus que et mieux que ce qu'ils mangeaient. J'ai hâte de les revoir pour vraiment les remercier et de leur dire que c'est quelque chose qui m'a touché et je n'oublierai jamais. لأن كانت هذيك الظروف صعبة ثم كنتوا من بين الناس القلال اللي يعني ما عمري ما ننساها. Je vais aussi au Maroc parce que j'ai hâte de voir ces lieux où j'ai vécu et j'ai passé des nuits blanches. C'est là où j'étais torturé. Je n'ai jamais vu les centres de détention d'El Moulay Shrif, par exemple, où j'ai passé presque de 5 mois. Et c'était vraiment la pire expérience de torture que j'ai vécue dans ma vie. L'expérience marocaine est aussi singulière que toutes les autres. D'abord, ce qui fait la spécificité de l'expérience marocaine, c'est que c'est la seule expérience dans la région arabo-musulmane. Donc, ce qui fait que elle reste très particulière vu le contexte socioculturel et politique, et ce qui reflète un grand courage dans une région où il y a encore beaucoup de réticence, beaucoup de résistance à ce genre de travail sur la mémoire, sur l'histoire, sur les violations, sur les dérapages du passé. Ça fait la première particularité. La deuxième particularité, c'est la seule expérience au monde qui n'est pas partie à la base d'une rupture politique. Les autres commissions ont été mises en place soit à la suite d'une guerre civile, soit après un renversement d'un pouvoir en place, etc. Et donc, c'est des expériences dans lesquelles il était plus aisé, plus facile de faire le solde du passé parce qu'il s'agit d'un autre pouvoir qui était en place. Et je dois dire qu'il y a un engouement extraordinaire aujourd'hui pour cette expérience, non seulement dans les pays arabes qui sont les plus proches, si vous voulez, géographiquement, culturellement, etc., mais également dans les pays européens. J'ai participé également en France à un séminaire sur la réparation concernant les grands dossiers de l'histoire. Il y a eu le dossier des peuples autochtones au Canada, aux États-Unis. Il y a eu une communication de la part d'un ancien membre de l'instance de la Commission de l'Afrique du Sud. Il y a eu une communication également concernant l'Holocauste. Si vous voulez, les tragédies, les grandes tragédies de l'histoire, les dossiers brûlants. Et le Maroc, donc, a présenté son expérience également à Paris. Vous avez des valises ? Si Mohamed a fait le choix de s'exiler au Canada pour fuir un passé pénible, dans ce pays, des milliers d'enfants autochtones ont subi un cruel exil sans l'avoir jamais choisi. Richard Kistabiche, ancien grand chef du Conseil des Algonquins du Québec, en fait partie. Pour ceux qui ne connaissent pas la question des pensionnats, c'est un système de génocide. C'est pour faire disparaître finalement les Indiens au Canada. C'est un processus qui a commencé il y a vers les années 1820, lorsque le gouvernement puis les compagnies venaient exploiter nos ressources naturelles. On commençait à installer ça pour nous transformer, pour qu'on devienne des Blancs d'une chute avec ce processus-là. Il aura suffi d'une génération de l'ouverture des voies de communication et de la colonisation pour bouleverser le mode de vie des Indiens. De plus en plus, l'Indien dut obéir aux lois économiques et se mettre au service des Blancs et alors
Fini la vie paisible en forêt, où la connaissance intime de la nature valait toutes les sciences livresques. La loi du plus instruit devenait la meilleure. Comme c'était un outil de faire disparaître les Indiens, on a utilisé les enfants pour le faire. Donc, on kidnappait les enfants, on les enlevait de leur milieu, Puis ce processus-là permettait la coupure des fils de communication entre les générations. Il n'avait plus de moyens de se communiquer. La plupart, c'est 5-6 ans qu'on était enlevés. Moi-même, j'ai été enlevé à l'âge de 6 ans. Alors, tout le monde on a tous passé par là. C'est des choses impardonnables. C'est des choses qu'on peut pas oublier, qu'on peut jamais oublier. Mais on doit, par exemple, s'assurer que ça ne se reproduise plus jamais. Plus jamais. Jamais. À ce moment-là, toute cette dynamique-là de réconciliation ou de réparation, il y a plusieurs étapes à franchir. Pas juste le fait de remettre un chèque que les choses vont s'organiser. Puis même, juste ce geste-là de remettre un chèque, c'est une confrontation de deux valeurs. Je ne crois pas qu'il peut y avoir de réconciliation dans une société si on indemnise les victimes, mais sans un accès réel à la vérité. Parce que, pour de nombreuses victimes, une réparation sous forme de compensation pour ce qui leur est arrivé, mais sans la vérité, ce serait l'argent du crime. Ils vont la rejeter. Mais d'un autre côté, si un processus de recherche de la vérité est instauré pour que les victimes sachent ce qui est arrivé, mais sans que cela n'aboutisse à une forme de compensation, cela donne l'impression d'une recherche de réconciliation au rabais. Le processus de réconciliation est une combinaison de compensation, de justice, de recherche de la vérité et de transformations institutionnelles. C'est grâce à tous ces éléments qu'on aura espoir d'aboutir à la réconciliation. Puisque le Maroc a beaucoup à offrir au monde en tant qu'idée, en tant qu'apprentissage par rapport à un affrontement au passé, on a établi un programme pour le monde francophone, des activistes francophones de l'Afrique, de l'Europe et d'ailleurs, pour venir au Maroc pendant 10 semaines pour étudier et la justice transitionnelle en général et aussi l'expérience marocaine comme étude de cas presque. Dans ce sens, le Maroc sert quelque part comme laboratoire aussi. On peut venir là étudier la théorie et aussi comprendre la réalité ou la pratique, au moins dans un cas concret. Mohamed a grandi dans la ville de Salé, sur les bords de l'océan, tout près de la capitale Rabat. C'est dans cette maison qu'il a grandi. Et c'est ici qu'il fut arrêté lorsqu'il avait 18 ans. Le 8 mars 1976, c'était autour de midi et quart. Un policier s'est présenté à la maison. Ma sœur est sortie pour ouvrir la porte. Il lui a demandé où j'étais. Comme j'avais l'habitude dans le passé d'aller chez ma grand-mère, pas loin d'ici, à 100 mètres à peu près, pour prendre mon déjeuner, elle pensait que j'étais là-bas. Elle a dit que je n'étais pas à la maison et que j'étais chez mes grands-parents. Innocemment, elle l'a conduit chez mes grands-parents. Ce jour, je ne suis pas allé chez mes grands-parents parce que
J'étais pris en retard avec des amis, mais les policiers m'attendaient là-bas au coin de la rue, pas loin d'ici, à 100 mètres de là. Je suis arrivé une quinzaine de minutes en retard. J'ai vu une voiture avec un chauffeur à l'intérieur en civil et l'autre personne était un petit peu vers la maison. En me voyant, il est venu vers moi en essayant d'être très gentil. Et il m'a dit, on a une question qu'on voulait vous demander, venez avec nous, vous n'avez pas à vous inquiéter et vous allez retourner chez vous. Ce qui fait que je suis monté. Après le pont du fleuve de Bourgrag, un fleuve principal qui sépare la ville de Salé de la ville de Rabat, il a sorti le menottes. Il m'a menotté et après, il m'a mis tout de suite la bande sur mes yeux pour que je puisse pas savoir où ils allaient. Je commençais à m'inquiéter. Je savais que ça pourrait être très pénible, très difficile. Et de plus que je savais que plusieurs de mes camarades, de mes amis ont été arrêtés pendant cette période-là. Et vous savez, on entendait à l'époque toutes sortes d'histoires par rapport à ce qui peut arriver à toute personne qui était arrêtée pour des motifs politiques. Aussi, il y avait les autres camarades à moi qui étaient là, incluant Damien et les autres qui étaient là, mais nous étions séparés dans des cellules avec des détenus de droit commun pour que nous ne puissions pas communiquer entre nous ou quoi que ce soit. Pendant 4 mois, on ne savait rien de lui. S'il était mort, s'il était vivant. On allait au commissariat, partout. Je partais toujours avec sa mère, toujours. On a beaucoup souffert. On a souffert. Il a souffert aussi. Et 5 mois après, il est apparu à Casablanca. Personne ne pouvait me visiter quand j'étais à Dermoul Cherif parce que c'était un centre de détention secret. Personne n'était supposé le savoir. Même mon oncle, le frère de ma mère, qui est un policier et qui avait idée où j'étais, il n'a jamais soufflé un mot à ma mère, à sa sœur, pour lui dire « Ne t'en fais pas, ton fils, il est là ou là ou là ». Ce qui fait que ma mère ne savait rien. Comme je suis un policier, officier de police principal, je ne dis rien de le secret de mon métier. Excusez-moi si je vous parle en arabe pour que tout le monde comprenne. En ce qui concerne mon neveu, parce que je l'ai vécu, j'ai vécu la souffrance de ma sœur et le décès de son père. La cause du décès de son père, c'est l'emprisonnement de son fils. Mais en ce qui me concerne, si la situation n'avait pas changé, je n'aurais rien dit. Mais comme la situation a changé, j'ai décidé de parler avec vous. Mais le secret du pays, je ne pourrai jamais le dire. Il restera avec moi jusqu'à ma mort. Après 2 semaines au commissariat central, Mohamed est transféré à Casablanca. Les yeux bandés, il est acheminé vers un centre de détention clandestin. Je suis de Casa, mais cet endroit, ce bâtiment derrière moi, c'est un bâtiment qui appartenait au gouvernement et que c'est les gens du gouvernement, pas la police, ou ce qui ressemble à la police, leur famille habite dans cet immeuble, tout à fait derrière moi. Mais de ce qui concerne le lieu de détention, d'après ce que j'ai entendu, parce qu'à l'époque, j'étais encore jeune, j'étudie juste au collège, mais j'ai entendu les gens dire que c'était une détention secrète. Et tous les gens, je crois, si ce n'est pas tous, c'est la majorité, ils savent de quoi il s'agit, seulement ils n'osent pas le dire.
C'est juste ce que j'ai à dire. C'est ici, à Dermoulé Chérif, que des milliers de détenus politiques ont vécu le calvaire pendant les années de plomb. S'il y a un souvenir aussi triste qui a affecté ma vie, c'est le souvenir de Dermoulé Chérif. Je me rappelle de ces escaliers. Ces escaliers, c'est là où on nous a descendus et c'est de là où je suis monté. دربمولاي الشريف بقينا فيه 6 شهور عانينا فيها مختلف أشكال التعذيب الجسدي والنفسي. بالنسبة لنا حنا كنساء كان عندنا النصيب ديالنا كلنا من الضرب والطرش، لكن سأتذكر دائما التعذيب اللي تعرضت له الأخت لطيفة جبال، بحيث أنه علقوها واستمروا في الضرب إلى أن أغمي عليها. Moi, je connaissais même pas Dermoulay Chérif. C'est après que j'ai su ce que c'était, où nous étions. Alors à Dermoulay Chérif, on était à l'époque 6 filles et le reste des garçons, enfin des hommes. Et là-bas, les conditions étaient vraiment inhumaines puisqu'on avait tout le temps les yeux bandés, la parole était interdite, le mouvement était interdit également. Il y avait la torture tout le temps. Alors pour moi spécialement, on ne m'a pas torturée, mais c'était surtout la torture morale. À part les gifles comme torture matérielle, il y avait surtout la torture morale. C'était les conditions de terreur où on a vécu pendant 6 mois. Tout le temps les cris des autres camarades qui étaient torturés, le fait de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir voir, de ne pas pouvoir bouger pendant 6 mois. Et donc... excusez-moi, ça fait remonter des choses, Après 6 mois, donc, dans ces conditions, où nous, particulièrement les femmes, bon, il y avait toutes les conditions pour les hommes qu'on vivait également, mais la particularité pour nous, c'est que c'était un lieu où rien n'était prévu pour une femme, rien. Les besoins en hygiène qu'une femme demande, rien n'était prévu là-dedans. Et ça nous mettait dans des conditions d'humiliation. C'était très humiliant pour nous, très embêtant. Et en plus de ça, il y avait cette menace de viol, bien que ça ne s'est pas produit, je le dis franchement. Mais il y avait cette menace qui régnait sur le lieu. Et il n'y avait aucune femme policière. Il n'y avait que des hommes autour de nous. On dormait devant eux, on se réveillait devant eux. On avait besoin de parler d'intimité, d'hygiène. Il fallait dire ça à un homme, c'était particulièrement humiliant. Donc je tiens à le souligner. Les femmes ont vécu une double violence, les violences de l'État et la violence de la société. Parce qu'une femme qui a subi une violation, une femme arrêtée, même si elle n'est pas violée, quand elle retourne dans sa communauté, dans son petit village, dans son quartier, elle est considérée comme un déshonneur de la communauté. Je crois que c'est la première commission dans le monde de vérité qui a intégré le viol comme étant une violation à part entière. Parce que souvent, on l'intègre dans les types de torture. C'est une forme de torture. Non. Nous avons pris en considération toutes les formes de spécificité donc subies par les femmes, les fausses couches, etc., le harcèlement, les décès des enfants, etc. Et nous avons pris en considération aussi le fait que les femmes vivent doublement les violations et les retombées des violations et la pérennisation de ces retombées pendant toute leur vie.
Et c'est pour ceci que nous avons fait une majoration au profit des femmes dans tous les critères d'indemnisation. Si l'homme peut avoir 100, par exemple, pour un tel critère, pour l'indemnisation financière, la femme un plus 100, plus un pourcentage parce qu'elle est femme. Et parce qu'elle en a payé de sa chair, de ses enfants, de sa vie, beaucoup plus que les hommes. أمي المسكينة كانت حاملة بأخي هذا عبد الرحمن ب7 شهور قبضوا تيكميو تيحرقوا فيها كلها حرقوها كلها بحرق قبض الدخان تاعهم وكي يعذبوا فيا أنا بقى كيضربوا فيا ويعذبوا فيا ربطوا لي يديا وجابوا واحد حديد وحطوا ما بين البيروات بزوج ودو كيضربوا وكل ما يشوفوني صافي ما قديتش صافي لا نتنفس لا نتحرك تيجيب واحد الشيفون خانز بريحه الكريزي وريحه المحاض تحطوه لي على وجهي ويعصروا لي فمي ويكفيكم الحال يا اخوتي. Je tiens à saluer ces femmes qui ont eu le courage de briser le silence, de transcender les tabous et de porter haut la voix des femmes et libérer la parole des femmes. Et je crois que dans un pays arabo-musulman, c'est une révolution en soi. En Afrique du Sud, Lucie Pagé a été parmi les rares journalistes occidentaux à couvrir la commission Vérité et Réconciliation. La commission de la Vérité et de Réconciliation avait des audiences à travers le pays, dans plusieurs villes, et le même décor était toujours reproduit. Un fer à cheval, Desmond Tutu dans le milieu, et l'audience. Et tu avais une grande affiche derrière. La vérité fait mal, mais le silence tue. Et cette phrase a été tellement importante en Afrique du Sud. On la voyait partout. Et c'était pour encourager les gens à aller témoigner de leur souffrance ou des gens, des proches qu'ils ont perdus, ou ceux qui ont commis des actes criminels pour les encourager à venir parler. Puis se délivrer. Il y en a qui étaient délivrés après. Ils ne pouvaient plus vivre avec ce secret. Il y a une femme qui a vu son mari témoigner. Elle pensait qu'il était agent pour une compagnie d'assurance. Il a tué des dizaines de personnes, sur 40 personnes, je pense, en 17 ans. Sa job, c'était de tuer des gens. C'était ça, son travail. Alors, il trouvait dur parfois la transition. Une journée, il fallait qu'il assassine quelqu'un et le lendemain, il fallait qu'il aille à l'opéra avec sa femme. Il faut se rappeler qu'il y a 98 % des Blancs qui n'ont jamais mis le pied dans un township noir. Les villes noires à l'extérieur des villes blanches où c'était des poches de main-d'œuvre, en fin de compte. Donc, ils n'avaient aucune idée de comment vivaient les Noirs, de quoi ils se plaignaient, de c'était comment vivre sans eau, sans électricité, sans soins de santé, sans parc. Et ça a été un des points majeurs de la Commission de la Vérité et de la Réconciliation en Afrique du Sud chez les Blancs. L'effet que ça a fait, c'était « wow ». C'est grave, c'était grave l'apartheid, c'est ça qui s'était passé. Ils faisaient des méchouis avec des êtres humains, ils empoisonnaient, ils les tuaient avec des balles dans la tête, ils faisaient exploser les corps, les dynamitaient pour les faire disparaître, pour qu'il y ait juste des petits morceaux. Mr. Malkas, thank you very much indeed for coming. And I hope you have a safe return to your home. That adjourns the proceedings for today. We will start tomorrow at 9 o'clock. Thank you very much indeed. Pendant les 2 ans de la commission, ça a été extrêmement suivi et on a frissonné beaucoup et souvent en entendant les deux côtiers et Eugene de Kock dire « Oui, on pensait vraiment qu'on tuait des satans, des diables, des communistes. » Alors maintenant, les Blancs ne pouvaient plus se cacher derrière le mur de l'ignorance. « Ah, ben je ne savais pas, moi, ce qui se passait. » Ils le savaient. Ça, c'était un effet extrêmement bénéfique, si on peut dire, pour l'Afrique du Sud. Que tout le monde sache, que la vérité soit étalée. On n'a pas su toute la vérité, mais on a su beaucoup, beaucoup plus que n'importe quelle autre commission de la vérité et de réconciliation au monde. Sur cette question des aveux des tortionnaires, une des caractéristiques de l'Afrique du Sud, c'est que le processus de réconciliation a dans une large mesure eu une dimension religieuse.
On connaît le rôle de Monseigneur Desmond Tutu dans cette affaire. Et donc, c'est un peu la culture locale qui a permis que, en fait, geôliers et victimes se réconcilient et se pardonnent mutuellement avant même de paraître devant le public. Au Maroc, d'abord, nous n'avions pas ce genre d'intermédiaire, ok? Mais en plus, nous, on avait le choix entre deux choses. Soit aller dans la voie, disons, de la sanction, de la punition, qui suppose d'abord l'identification des tortionnaires. Or, pour dire la vérité, personne n'a les moyens ou n'avait les moyens d'identifier les tortionnaires importants. Moi, par exemple, dans mon expérience de la torture, je pourrais nommer 3 ou 4 personnes, mais ce sont tous des sous-fifres, disons, des gens d'un rang subalterne. Alors on était devant ce dilemme. Si on va dans le sens de l'identification des tortionnaires et de la punition des tortionnaires, on va se retrouver avec une récolte très maigre qui concerne de simples exécutants. Et finalement, à quoi servirait de punir ces petits exécutants? Il y avait une autre voie, c'était celle de renoncer à cette voie-là, mais au contraire d'essayer d'obtenir un changement de la manière de gouverner, de la manière d'administrer le pays. Et je crois que nous avons eu raison finalement, enfin, de tous les militants qui ont adhéré à l'idée de l'instance équité et réconciliation, ils ont eu raison finalement parce que tout le monde aujourd'hui peut constater qu'effectivement, nous avons obtenu un changement radical de la manière de diriger le pays. Nous étions très jeunes. Si nous, on a voulu un Maroc démocratique, un Maroc juste, un Maroc de liberté, je pense, présentement, les gens peuvent être fiers de le dire sans se sentir de menaces ou de... À cette période, s'il y avait une réunion de 3 personnes, ça a été... voilà, ça a été un crime. C'est qu'ils voulaient enlever de nous tout ce qui était humain, tout ce qui avait rapport avec notre dignité et toutes ces convictions qu'on portait en nous. Et ils voulaient vraiment les rendre comme des cauchemars. Mais la meilleure des choses, comment on a pu supporter ces conditions? Comment on a pu sauvegarder notre morale et notre espoir et notre... Ça fait partie de la torture qu'on a subie. Et en effet, c'était un des objectifs de la torture. C'est de rester premièrement solidaires entre nous, même s'il n'y a pas la parole qui tourne entre nous. On était restés très respectueux. On a même créé une méthode de parler à travers le... Donc, la meilleure des choses que j'ai appris, c'est de parler en code. Oui. On a divisé l'alphabet en 3 groupes. Le premier groupe de A à H, on le fait comme ça. Et lorsqu'on parle du troisième groupe, c'est comme ça. Mais lorsque je veux dire bonjour, je fais le premier groupe, et 1, 2, c'est B. Comme le Maroc et d'autres pays, le Canada s'est engagé à ce qu'une commission de vérité et de réconciliation fasse connaître les exactions commises envers les autochtones de ce pays dans le passé. J'ai été abusée sexuellement par un curé puis par une religieuse. Fait que moi, dans ma vie, je veux devenir une femme entière, sans toujours avoir ce malaise-là. On est marqué à jamais avec ça. Au début, je pensais qu'on pouvait guérir, qu'on pouvait s'organiser, puis
réussir à s'en débarrasser. Mais j'ai découvert avec le temps qu'il fallait apprendre à vivre avec ça. La réparation du système des pensionnats, ça passe par la reconnaissance que le gouvernement a mal agi ou que les gouvernements précédents ont mal agi. Ça, il faut le reconnaître. Je pense qu'il le fait assez pour pouvoir le faire, mais il doit encore plus le faire. Le règlement qui est mis en place en est un pas, un petit pas dans la bonne direction, je pense, parce que ce règlement comporte une indemnisation de paiement d'expérience commune, la mise en place d'une commission de vérité et de réconciliation, aussi la mise en place des sommes d'argent pour faire une commémoration, que ce soit au niveau national ou communautaire. Au cours des derniers mois, 4 et 5 derniers mois, j'ai fait une tournée dans toutes les communautés pour expliquer le règlement, concernant le règlement des pensionnats. J'explique comment faire pour obtenir les paiements. Puis j'explique aussi la commission de vérité, qui consiste à recueillir l'histoire de ces gens-là, les survivants, pour pas qu'on les oublie. Donc, il y a une commission nationale qui va probablement se subdiviser dans les régions de chaque province pour qu'on invite les survivants à aller conter leur histoire. J'explique tout où en est rendu le dossier, puis où en est rendu le cheminement. Puis il manque toujours encore une partie bien importante dans tout ce processus-là, c'est la fameuse excuse du gouvernement fédéral. Il manque ce gros morceau-là. Très peu des membres du public au Canada sont conscients du fait qu'on a eu ce système de pensionnats autochtones dans lesquels il y a eu littéralement des centaines de milliers d'étudiants qui ont passé par ces écoles, qui ont subi ces violations culturelles et ces abus physiques et sexuels pendant des décennies. Donc, c'est particulier dans le sens où il y aura un fort élément, il va devoir avoir un fort élément avec cette commission de vérité d'éducation publique. Donc, c'est tout à fait quelque part le contraire d'un contexte comme l'Afrique du Sud ou le Maroc, où on peut dire qu'au moins on est conscient du fait qu'il y a eu ces exactions massives. Peut-être on n'est pas au courant de tous les détails, mais on sait qu'il y a... Au Canada, c'est un peu le contraire. C'est invisible, ce legs, presque. C'est aussi une commission qui va devoir, bien sûr, prendre compte de la spécificité autochtone. Ça va être la première commission de vérité qui explicitement et exclusivement concerne une population autochtone. Et bien sûr, le fait que le Canada n'est pas ce n'est pas un pays en transition. On n'est pas dans une étape de transition démocratique ou post-conflit au Canada. Bien sûr, on a beaucoup de défis au niveau politique, mais c'est un contexte d'une commission de vérité dans laquelle il n'y a pas de transition, au moins dans le sens typique. Il y a aussi l'aspect religieux, le fait que ces écoles ont été supervisées par des églises. Un autre élément très particulier, et le rôle des églises va être prévalent durant les activités de ces commissions. Le centre, oui, est impliqué dans tout ce qui se déroule par rapport à l'héritage des pensionnats autochtones au Canada. C'était un peu pareil ce que le centre a fait au Maroc que ce que nous sommes en train de faire au Canada ou ce qu'on fait n'importe où. On était fortement impliqués là. Le centre a donné on a organisé plusieurs ateliers pour la commission de vérité sur toutes sortes d'aspects, la prise de déclaration, des questions des archives et de la documentation, des auditions publiques, la réparation. On a fait des séminaires pour des journalistes. L'implication des médias est un élément clé, bien sûr. Si on veut que le public soit engagé, le public national et peut-être international ou régional, les médias ont un rôle vraiment primordial. Il faut bien sûr que les activistes des droits de l'homme, les victimes, puissent se mobiliser, puissent convaincre non seulement l'État,
qui est dans ce genre de situation responsable d'exaction, mais de s'ouvrir sur la société, de faire comprendre à la société que ce n'est pas simplement une revendication de justice pour les victimes, mais c'est une sortie pour, si vous voulez, la restauration de la possibilité de la justice pour tous. Et à ce moment-là, toute la société se met à l'écoute des victimes. Et ils peuvent justement apporter, donc assurer cet apport positif pour eux et pour la société. La vie, essentiellement, est un miracle. Il s'agit simplement d'ouvrir les yeux et de découvrir. Et si en plus de ça, on découvre, à côté des trésors que nous présente la vie, la capacité de changer le cours des choses, c'est également l'un des trésors qu'on peut rencontrer dans la vie. Et donc, à mon avis, c'est une chance. Je ne dirais pas d'avoir subi la répression, mais c'est une chance d'avoir participé sincèrement à ce tournant de l'histoire. مشيت حليت سروالي بغيت ندير غباري